Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, crise des loyers au Québec. Pénurie, hausse, spéculation, l'analyse complète. Ce n'est plus une inquiétude, c'est une facture. Si tu loues un logement au Québec en 2026, tu sais déjà quelque chose a cassé. Les loyers montent plus vite que les salaires, les logements disponibles disparaissent, et pour la première fois depuis des décennies, des milliers de gens se demandent sérieusement « Est-ce que je vais encore pouvoir me payer un toit l'année prochaine? » On parle de crise du logement, mais une crise, c'est jamais un accident. C'est le résultat d'années de décision, de non-décision et de déni collectif. Aujourd'hui, on remonte le fil. Comment on est arrivé là? Qui paye le prix? Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Petit historique d'un problème qu'on n'a pas voulu voir. Pendant longtemps, le Québec s'est perçu comme un endroit abordable. Les loyers étaient plus bas qu'en Ontario, plus bas qu'en Colombie-Britannique, plus bas que dans la plupart des grandes villes nord-américaines. Résultat, on s'est endormi. À partir de la fin des années 2010, plusieurs signaux apparaissent. Le taux d'inoccupation descend sous les 3 %, le seuil considéré comme un marché équilibré. Dans certaines villes, il tombe même sous 1 %. Les loyers commencent à grimper plus vite que l'inflation. C'est le phénomène de la rareté. Mais politiquement, on continue à parler de tension, de pression, pas de crise, jusqu'à ce que le mot devienne impossible à éviter. Où en est-on aujourd'hui? Les chiffres qui font mal. Les données récentes de la SCHL sont claires. En 2023, les loyers ont augmenté en moyenne d'environ 7 % au Québec, bien au-delà de l'inflation. Dans plusieurs villes, les hausses dépassent les 10 %. Le taux d'inoccupation est resté sous le seuil d'équilibre pendant plusieurs années de suite. On parle de la pire crise pour les locataires depuis 40 ans, selon des groupes de défense des locataires. Et c'est pas seulement à Montréal. Granby, Gaspé, Shawinigan, Rivière-du-Loup, Val-d'Or, partout les loyers rattrapent et parfois dépassent la capacité de payer des gens. Mais une crise, c'est jamais juste une courbe sur un graphique. C'est des défis qui se compressent, des choix qui disparaissent, des gens qui reculent. Comment on fabrique une crise du logement? D'abord, la pénurie de logement. Plusieurs éléments. Il manque de logement. Pas un peu, structurellement. Pendant plusieurs années, on a construit moins que ce qu'il fallait pour suivre. La croissance démographique, l'immigration, la diminution de la taille des ménages, plus de gens seuls, plus de familles monoparentales. Le résultat, le taux d'inoccupation sous 3 % à l'échelle du Québec, sous 1 % dans plusieurs villes, et quand il y a pénurie, les prix augmente. La spéculation et la financiarisation. Deuxième élément, le logement est devenu un produit financier. Des fonds d'investissement, des grands propriétaires, des sociétés immobilières achètent des blocs, rénovent, augmentent les loyers ou investissent des locataires pour optimiser les revenus. On appelle ça la rénoviction. Optimisation du parc immobilier, mise à niveau du marché. Derrière ces mots, il y a une logique simple. Le logement n'est plus d'abord un droit, c'est un actif. Et un actif, ça doit rapporter de l'argent. Le manque de logements sociaux est abordable. Troisième élément, on a cessé de construire du logement social au rythme nécessaire. Pendant que les loyers privés montaient, les programmes publics n'ont pas suivi eux. Des milliers d'unités annoncées ont été retardées, bloquées ou jamais livrées. Le résultat étant, les ménages les plus vulnérables se retrouvent en première ligne, les listes d'attente explosent et le secteur privé devient la seule option, même pour des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Les règles du jeu, encadrement insuffisant. Quatrième élément, le marché locatif est peu encadré. Oui, il existe un tribunal administratif du logement. Oui, il existe des barèmes de hausse suggérés, mais dans les faits, beaucoup de locataires ne contestent pas. Beaucoup ne connaissent pas leurs droits et beaucoup ont peur de perdre leur logement s'ils se battent. Des analyses parlent d'un marché en manque d'encadrement, où les mécanismes de protection ne suffisent plus à freiner les hausses abusives. Concrètement, qui paye le prix? Les jeunes et les nouveaux ménages. Les premiers touchés, ce sont les jeunes qui quittent la maison, les couples qui se forment, les familles qui se séparent. Avant, un 4,5 correct se trouvait avec peu de recherche. Aujourd'hui, c'est visites groupées, dossiers de crédit, compétition entre locataires et le loyer grimpe de 200, 300, 400 $ par rapport à il y a quelques années. Ici, c'est mon renouvellement que je viens de recevoir pour un 4,5. Je payais 1 934 $. Mon augmentation, 1 993 $. C'est soit que, puis ça, c'est rien compris. Le stationnement n'est pas compris.
Leur cœur n'est pas compris non plus. Ça, c'est mon augmentation. Les ménages à faible revenu. Pour les ménages à faible revenu, la crise du logement, ce n'est pas une statistique, c'est couper dans la nourriture, couper dans le transport, accepter un logement insalubre, trop petit, mal chauffé, ou rester dans une situation de cohabitation forcée. Quand ton loyer prend 7 de plus, mais quand ton revenu ne suit pas, ce n'est pas une pression, c'est une asphyxie. Les régions. On pourrait croire que le problème, surtout montréalais, non. Mais la pénurie frappe aussi les régions. Saguenay, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Baie-L'Œil, là où j'habite. Plusieurs villes sont passées sous 1 de logements disponibles. Et quand il n'y a plus de logement, les travailleurs ne peuvent pas s'installer. Les entreprises peinent à recruter. Les services publics manquent de personnel. La crise du logement devient alors une crise économique. Quels sont les arguments des propriétaires et des promoteurs immobiliers? Pour comprendre le débat, il faut aussi écouter l'autre côté. Bon, alors les propriétaires et les promoteurs avancent plusieurs arguments. Les coûts explosent. Coûts d'opération, donc matériaux, taux d'intérêt, taxes municipales, entretien. Tout coûte plus cher. Ils disent, si on ne peut pas augmenter les loyers, on ne peut pas maintenir ni construire. Sans profit, pas de construction. Alors, si les projets ne sont pas rentables, ils ne se font pas. Donc, trop d'encadrement découragerait l'investissement. Construire plus, c'est la solution. Selon eux, la clé, c'est l'offre. Plus de logements égale plus de choix, égale pression à la baisse sur les prix. Ils reconnaissent parfois la crise, mais refusent l'idée que la solution passe par un contrôle plus strict des loyers. Les arguments des locataires et des groupes sociaux. Je suis locataire. De l'autre côté, les groupes de locataires d'organismes comme le FRAPRU ou l'IRIS disent autre chose. Le marché ne s'auto-régule pas. On a laissé faire pendant des années et le résultat, c'est une crise historique. Construire ne suffit pas. On construit beaucoup, mais souvent du haut de gamme, des condos, des logements trop chers. Les taux d'inoccupation sont plus élevés dans les constructions neuves, mais les loyers y sont inaccessibles pour une grande partie de la population qui ne peuvent pas se le permettre. Le logement est un droit, pas seulement un marché. Il demande plus de logements sociaux communautaires, un meilleur encadrement des hausses, des mesures contre les évictions abusives et la protection des mécanismes comme la cessation de bail. Les réponses politiques, entre construction et encadrement. Le gouvernement, eux, navigue entre deux pôles. Construire plus, c'est la réponse la plus fréquente. Subventions, incitatifs, programmes pour accélérer les mises en chantier. Encadrer davantage, alors certains proposent des contrôles plus stricts des hausses, des protections renforcées contre les évictions, des investissements massifs dans le logement social. Mais sur le terrain, beaucoup ont l'impression que les annonces sont nombreuses, les chantiers sont lents et les loyers, eux, continuent de monter. Ce que cette crise révèle vraiment, la crise des loyers au Québec, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de choix de société. On a accepté pendant des années que le logement soit traité comme un actif financier, la planification soit minimale, la protection de locataires soit partielle et que les plus vulnérables absorbent le choc. Aujourd'hui, la facture arrive. Et elle n'est pas que monétaire, elle est sociale, elle est psychologique, elle est politique. En conclusion, un toit, ce n'est pas un luxe. Un logement, ce n'est pas un produit comme un autre. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bolus, c'est la base. Avoir un logement, avoir un toit sur la tête. Sans logement stable, les enfants apprennent moins bien. Les adultes travaillent moins bien. Les communautés se fragmentent. La confiance envers les institutions s'effrite. La crise des loyers au Québec n'est pas une fatalité. C'est le résultat des décisions humaines. Et ce qui a été décidé peut être redécidé. La vraie question, ce n'est pas peut-on régler la crise du logement? La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à traiter le logement comme un droit et pas seulement comme un marché? C'était Gilles Lapresse. Merci.